Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au début du mois de juin, le Parisien a consacré une pleine page à une affaire qui s'éternise devant les tribunaux depuis 13 ans, l'affaire Marcel Amfou. En 2011, une femme de 42 ans, Sandrine de Villars, qui fait des affaires dans l'immobilier, se marie contre toute attente avec Marcel Amfou, 67 ans, un riche propriétaire terrien qui vit encore comme un pauvre paysan du 19e siècle. Depuis la mort de ce dernier, un peu plus d'1 an après la noce, sa veuve et les locataires qui occupaient ses terres se disputent l'héritage de l'agriculteur. On vous raconte cette histoire pleine de rebondissements aujourd'hui dans Code Source avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle couvre cette affaire depuis le début. Louise Colcombet, au début du mois de septembre 2011, vous êtes en reportage pour Le Parisien dans la commune de Puy-Saint-Pierre, près de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Décrivez-nous cet endroit. Alors Puy-Saint-Pierre, c'est un tout petit village de 550 habitants. C'est vraiment un tout petit village, mais qui est accroché en fait au flanc de la montagne avec une route qui serpente et des maisons typiques assez anciennes de l'époque. Et beaucoup ont été reconstruites d'ailleurs après la guerre puisque cet endroit a été bombardé. C'est une commune qui a la particularité d'être au-dessus de Briançon, à flanc de montagne, et qui domine en fait la station de ski de Serre-Chevalier, qui est assez réputée. Dans ce village vit un homme de 67 ans, Marcel Amfou. Qui est-il ? Alors Marcel Amfou, c'est un petit peu le personnage de ce village. Il a un look un peu improbable, il vit un petit peu comme une sorte d'ermite. Il est vêtu de haillons, un peu enfin des habits totalement rapiécés, troués. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment né au village. Sa famille est installée depuis des générations dans ce village. Il continue d'exploiter les terres de ses ancêtres, mais il vivote plus qu'autre chose puisque sa sœur est décédée, s'est suicidée, et donc il est le dernier survivant de cette famille. On lui a saisi son troupeau de vaches, donc il n'a plus que quelques terres qu'il travaille un petit peu avec son tracteur, mais le plus souvent, en fait, Marcel, on le croise en bord de route, qui marche, ou sur son tracteur, ou alors sur le perron de sa maison, à lire des livres. C'est un peu un original, mais que finalement tout le monde connaît. Marcel Amfou habite depuis des décennies dans une petite maison en bord de route, au confort plus que rudimentaire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, il n'y a aucun confort, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Pour se laver, il récupère l'eau de pluie. À l'intérieur, en fait, c'est quasiment un dépotoir puisqu'il récupère tout un tas de choses qu'il trouve dans la rue pour les réparer. Donc, il accumule. C'est rempli de suie et de poussière. Ses draps sont d'ailleurs d'une propreté un petit peu limite. Marcel Amfou, c'est pas quelqu'un qui est cupide ou qui aime les objets particulièrement. Voilà, c'est quelqu'un qui vit à sa manière. Dans le village, on le connaît pour ça, aussi pour sa liberté. Voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu garder les modes de vie de ses ancêtres, mais qui ne s'en plaint pas et qui vit comme ça très bien. Marcel vit de très peu de choses, il touche une toute petite retraite de 36 € par mois. Pourtant, il possède plusieurs terres proches de la station UP de Serre-Chevalier, avec dessus de vieilles maisons qu'il loue pour un prix symbolique. En fait, Marcel Amfou a hérité tout ça de ses ancêtres et il a des terrains qui en fait ont une valeur potentielle énorme, mais lui-même ne s'est jamais occupé de régler les impôts fonciers. Donc en fait, il vit avec des dettes et en même temps de l'argent potentiel. Il a potentiellement énormément d'argent et puis il a ces maisons qui sont en fait des granges qui n'ont pas été entretenues au fur et à mesure des années, donc qui tombaient un peu en ruine, et il les a proposées à des gens qui étaient intéressés pour s'y installer. De la main à la main, ils ont décidé que contre l'entretien et même l'amélioration substantielle de ces maisons, ces locataires donnaient parfois 50 € par mois, et puis aidaient aussi Marcel Amfou quand il avait un problème de tracteur ou pour réparer une toiture. Marcel Amfou, c'est comme ça, il n'a pas d'argent, mais lui, ça l'intéresse pas spécialement d'en gagner, donc en fait, il préfère rendre service, et en fait, ça en fait quand même l'un des plus riches propriétaires terriens du coin, puisque ce patrimoine a été estimé à 900 000 €. Marcel Amfou est donc presque millionnaire. Il a aussi un physique qu'on pourrait qualifier de disgracieux.
Oui, alors Marcel, il a eu une naissance difficile où en fait, au moment de l'accouchement, on a dû utiliser les cuillères. Voilà, c'était vraiment à l'ancienne à l'époque et du coup, ça a laissé des marques sur son visage. Il a le crâne un peu déformé et puis voilà, c'est pas quelqu'un qui s'entretient beaucoup, donc il a une dentition un petit peu douteuse. En tout cas, voilà, il a des dents en moins et puis voilà, il a un côté paysan à l'ancienne, tout droit venu du 19e siècle. En même temps, c'est quelqu'un d'assez cultivé, de très généreux. On le connaît pour tout ça. C'est le personnage vraiment de Puy-Saint-Pierre. Mais Marcel Amfou a depuis peu trouvé l'amour. Quand vous allez à Puy-Saint-Pierre, il est marié depuis quelques jours avec Sandrine de Villars. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette femme ? Donc Sandrine de Villars, c'est une Parisienne qui a à l'époque 42 ans, blonde, qui a une fille de 9 ans environ, et qui n'est pas du tout du coin, qui débarque et qui s'est amourachée de Marcel, coup de foudre. Il se trouve qu'elle est par ailleurs agent immobilier à Paris. C'est une femme qui a donc 20 ans d'écart avec Marcel Amfou, qui n'a à peu près rien à voir avec lui, et pourtant, ils viennent de se marier après avoir démarré une histoire, une love story assez improbable. Comment ils se sont rencontrés ? Alors, ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Claude, qui est un ancien professeur de philosophie à la retraite, qui dispose d'un bien dans la région et qui connaît très bien à la fois le cadastre, qui possède quoi, et qui connaît beaucoup de vieux hommes célibataires. L'histoire veut que ce soit effectivement une rencontre, le hasard, qu'elle l'aurait vu le long de la route. Il semble que ce soit un peu plus compliqué que ça et qu'en réalité, ce Claude, lui, d'emblée dit à Sandrine de Villars que voilà, malgré son apparence qui laisse penser qu'il n'a pas un sou, Marcel Amfou est en réalité un riche propriétaire terrien. Cette rencontre un peu contre nature finalement se fait et puis voilà, les deux se plaisent, en tout cas c'est ce que les deux clament, et tout ça va donner lieu à une liaison et donc il y a un projet de mariage. Marcel Amfou et Sandrine de Villars déposent donc un dossier pour se marier auprès de la commune de Briançon d'abord. Racontez-nous ce qui se passe. En fait, les maires des communes ont des pouvoirs d'enquête. Et quand on dépose un dossier, les maires doivent s'assurer que les deux époux sont consentants, ou en tout cas qu'il y a bien une communauté de vie qui est prévue pour éviter les mariages blancs. Et donc, quand Sandrine de Villars dépose son dossier à Briançon, tout le monde connaît aussi très bien Marcel Amfou dans cette commune, qui touche Puy-Saint-Pierre. Et donc, ça fait un peu tiquer. Et donc, on l'informe qu'il va y avoir une forme d'enquête. Et là, elle est donc avec son ami Claude et elle prend un peu peur. Et en tout cas, elle dit finalement, je reprends mon dossier, on va plutôt se marier à Puy-Saint-Pierre, ce sera plus sympathique, plus intime. Sandrine de Villars dépose son dossier de mariage à Puy-Saint-Pierre, et là, le maire de la commune, qui connaît encore mieux Marcel Amfou, puisqu'ils ont grandi ensemble, ils étaient sur les bancs de l'école ensemble, lui aussi tique et se dit que c'est quand même très étrange. Comme union, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin, et il connaît, lui, très bien le patrimoine potentiel de Marcel Amfou, donc il demande à faire une vérification, il va saisir le procureur le 27 juillet 2011 pour que les services du procureur et les gendarmes fassent une enquête. Pour être clair, c'est l'union entre Marcel Amfou et Sandrine de Villars qui, elle, est une belle femme citadine qui jette le soupçon. Il faut être clair, ils ont juste rien à voir l'un avec l'autre. C'est quand même les deux opposés. Cette femme débarque dans sa vie, elle ne vit pas sur place, elle ne s'est pas installée avec lui, elle a sa vie à Paris avec sa fille. Il y a toute cette affaire d'entremetteur qui tourne autour, cette histoire d'argent. Évidemment, tout le monde suppose une forme d'abus de faiblesse sur Marcel Amfou, qui pourrait totalement se faire avoir, une sorte d'arnaque au sentiment en fait. L'enquête de gendarmerie ne donne rien et Marcel Amfou et Sandrine de Villars se marient donc le 3 septembre 2011. Comment se déroule la cérémonie ? Alors pas très bien parce que y a quand même une levée de bouclier de pas mal d'habitants qui eux aussi redoutent que Marcel Amfou se fasse rouler dans la farine. Tout le monde remplit la salle, il y a des huées, il y a du papier toilette qui est jeté. Le maire me raconte à l'époque qu'il est obligé de frapper sur la table plusieurs fois pour pouvoir poser la question du consentement. C'est une ambiance électrique, personne n'a jamais vu ça. Et finalement, bon, le mariage se fait quand même, Marcel Amfou donne son accord, mais c'est vraiment du jamais vu. Louise Colcombet, c'est donc quelques jours après ce mariage que vous vous rendez dans la commune de Puy-Saint-Pierre.
D'abord parce que les habitants sont inquiets à ce moment-là. Marcel a disparu depuis la cérémonie. En réalité, il est en voyage de noces à Paris avec son épouse. Louise, vous en profitez donc pour parler aux gens du village et des témoins affirment que Marcel ne voulait pas vraiment se marier, qu'il aurait été pressé à le faire. Oui, alors déjà avant, il disait que c'était pas trop son souhait, qu'elle le forçait, qu'elle le pressait, qu'elle voulait que ça aille vite, etc. On voyait bien qu'il voyait pas l'urgence. Et puis, carrément, en sortant de la mairie, plusieurs témoins, dont le maire qui venait de les marier, entendent que il dit je voulais pas me marier, mais je n'ai pas eu le choix, ils m'ont forcé. Ce « il renvoie aussi, évidemment, à Claude, l'entremetteur, dont la propre épouse est l'un des témoins du mariage. Des locataires de Marcel Enfou, ceux qui occupent son terrain, vous racontent qu'ils ont reçu des menaces de la part de Sandrine de Villars. En fait, dès qu'elle rentre dans la vie de Marcel, la première chose qu'elle fait, c'est le tour de ses biens. Elle vient les voir et elle leur explique que ces maisons ont une valeur, que payer un loyer de la main à la main une fois de temps en temps, c'est pas légal, que c'est pas comme ça que ça va se passer, et qu'elle va tout reprendre en main et qu'elle va les expulser pour louer ses biens à des prix allant de 800 à 1000 euros par mois. Et Marcel est avec elle et voilà, ils le sentent gêné aux entournures, il n'ose pas intervenir d'ailleurs parce que Sandrine de Villars a un certain caractère et lui, on le sent mal à l'aise, il veut pas la vexer, il veut pas vexer ses locataires non plus, donc en fait il regarde ses pieds et puis il intervient pas trop. On sent que c'est plus lui qui mène la danse. Cette histoire attire l'attention des journalistes et Sandrine de Villars multiplie alors les interventions dans les médias pour se défendre. Elle accepte notamment d'être suivie par les caméras du magazine d'M6 66 minutes. Ça va ? Ouais. T'es timide ? T'es timide ? Je croyais bien que tu as eu un accident, tiens. Mais non, faut pas croire ça à chaque fois. Oui, mais... Tu sais bien, je suis prudente. Oh, je sais, mais quand même... Elle vous a apporté quoi, Sandrine ? Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, énormément d'amour. T'es gentil. Voilà ce qu'elle m'a apporté. Beaucoup de réconfort. Fais-moi un bisou. Alors elle est toute à son personnage de femme amoureuse, où elle explique que c'est pas le physique qui l'intéresse, mais c'est pas le patrimoine non plus de Marcel, c'est sa personnalité qui sort de l'ordinaire. Quand vous le voyez là, Oui. vous le trouvez comment ? Vous le trouvez beau ? Non, je le trouve moche. Mais en même temps, il m'attire. Parce que il me faut quelqu'un de très original. Si c'est une personne qui n'est pas hors du commun, ça ne m'intéresse pas. C'est pas enrichissant pour moi. Et donc, elle est filmée en train de se rendre à Puy-Saint-Pierre avec sa voiture depuis Paris. On la voit s'occuper de Marcel, lui faire des bisous. Et elle raconte d'ailleurs que malgré l'état de propreté de la maison de Marcel, elle y a dormi plusieurs fois. Et voilà. L'été dernier, en juillet, j'avais mis un drap propre sur son lit. Il faisait chaud. C'était l'été, quoi. Et j'ai dormi 3 nuits. Mais après, je pouvais plus, quoi. Elle veut lever les doutes et elle assure qu'en fait, elle est très sincère et que c'est terrible pour elle d'avoir des soupçons de cupidité derrière ce mariage. Qu'est-ce que vous répondez alors aux gens qui ont dit, quand ils vous ont vu vous marier, elle en veut assez bien ? Je l'en veux assez bien, oui, d'accord. Mais en réalité, non. Nous sommes mariés sans contrat. Il n'y a pas eu de contrat de mariage. En mai 2012, Sandrine enregistre une chanson, L'Appel du Soleil, chanson écrite selon elle pour son époux, Marcel, et elle tourne le clip chez lui. Racontez-nous ça. Oui, alors c'est une femme qui a toujours voulu faire de la musique, semble-t-il, et donc elle décide d'écrire cette chanson et d'utiliser sa petite notoriété finalement naissante pour lancer cette chanson. Et donc elle tourne avec une équipe le long de la route. Pour les besoins du clip, Marcel est déguisé en moine. On a l'impression d'être dans le film Le Nom de la Rose. Il a une grande capuche sur le visage et puis elle l'embrasse. Et puis à la fin, il rentre dans la maison, il lui tend la main et puis ça se termine comme ça où l'amour fou. C'est l'appel du soleil que tu recherches dans ton cœur. Aux étés de nos richesses, laisse l'amour te parler. Le soleil est revenu, il éveille en toi l'envie d'amour. Sauf que Marcel, lui, était pas très partant pour apparaître dans ce clip. C'est quelqu'un d'assez discret, en fait, qui a jamais voulu trop qu'on parle de lui. Et donc, toute cette médiatisation, finalement, le dérange un peu.
Louise Colcombet, en juin 2012, 10 mois après les noces, vous retournez à Puy-Saint-Pierre et Marcel Enfou vous confie qu'il est très malheureux. Il a très peu de nouvelles de son épouse. Le problème, c'est que son épouse, elle vient jamais le voir. La dernière fois, c'est en avril parce qu'elle est venue tourner ce clip vidéo. Moi, il me dit très clairement qu'il a plus du tout de nouvelles. Par ailleurs, son meilleur ami, qui commençait à lui dire qu'il faudrait peut-être qu'il divorce parce que cette femme semble peu sincère, est décédée dans un accident de tracteur. Et puis, là où l'ambiance est électrique avec Sandrine, c'est qu'elle lui a donné un téléphone portable, elle l'appelle jamais. Et puis, surtout, elle lui a confisqué son tracteur, c'est-à-dire que elle considère qu'il se met en irrégularité parce qu'il conduit sans assurance et donc elle ne veut pas en tant qu'épouse avoir des problèmes avec la police. Et donc elle a fait démonter une partie de son tracteur pour ne plus qu'il puisse l'utiliser. Ça le rend fou Marcel parce que c'est son seul moyen de locomotion et c'est accessoirement son outil de travail pour exploiter ses terres. Quelque part elle atteint vraiment à sa liberté en lui confisquant ce tracteur et du coup là le torchon brûle entre eux en fait. Là il commence à se dire qu'il y a un vrai problème avec Sandrine et il s'en ouvre à tout le monde. D'ailleurs dans le village il dit à tout le monde qu'il va se jeter dans la rivière, qu'il veut se suicider, qu'il est totalement dépressif. Moi il me dit je suis en pleine dépression nerveuse, j'ai pas de nouvelles de ma femme, etc., etc. 5 mois après cette rencontre, le mercredi 28 novembre 2012, Marcel Enfou meurt brutalement dans un accident de voiture. Oui, elle se trouvait sur le siège passager de cette voiture conduite par Claude, toujours l'entremetteur. Ce sont des petites routes qui serpentent le long vraiment de la montagne. Donc cette voiture a chuté, en fait, a raté un virage et a chuté 150 mètres plus bas dans un ravin. Marcel est très gravement blessé, il est évacué et il va décéder quelques temps plus tard à l'hôpital. Et le conducteur, lui, est aussi en piteux état, il s'est démis l'épaule, voilà. Et donc il est presque un peu miraculé. Cet accident finalement clôt le débat puisqu'on ne savait plus trop où en était Marcel avec son épouse et finalement voilà, sa vie s'arrête à 68 ans, un an après son mariage. Le timing de la mort de Marcel Enfou éveille un peu les soupçons des enquêteurs. Ça interroge pourquoi ? Parce que 4 jours après cet accident, Marcel Enfou était attendu au tribunal, puisque Sandrine de Villars avait lancé des procédures pour expulser les locataires. Il y avait eu des échanges de courriers et ça devait être jugé au tribunal. Et comme Marcel Enfou ne savait pas trop se positionner, il envoyait un courrier où il disait qu'il voulait expulser ses locataires. Le lendemain, il envoyait un courrier à ses locataires en disant qu'il ne voulait pas. Quand il les croisait dans la rue, il leur disait qu'il était désolé, que c'était sa femme qui était à la manœuvre. Plus personne ne savait comment il voulait se positionner. Donc, l'avocat des locataires avait demandé à ce qu'il soit présent lors de cette audience pour exprimer si oui ou non il voulait les expulser, pour qu'on sache quelle était sa réelle volonté. Et finalement, on ne le saura jamais, il n'a pas eu l'occasion de le dire puisqu'il est décédé juste avant. Que donne l'enquête sur cet accident de voiture ? Alors finalement, l'enquête va conclure un véritable accident. La théorie du complot va être complètement évacuée, tout simplement parce qu'en fait, plusieurs témoins le disent, d'ailleurs le maire de la commune lui-même, ce soir-là, il y avait du brouillard, on n'y voyait pas à 2 mètres, et donc il est totalement probable que cette voiture ait pu rater le virage, tomber dans le ravin, et finalement le conducteur lui-même s'est mis en danger de mort. Enfin, si c'était un complot, c'était absolument risqué. Le 3 décembre 2012, Louise Colcombet, vous assistez aux obsèques de Marcel Enfou à Puy-Saint-Pierre. Décrivez-nous sa veuve, Sandrine de Villars, pendant la cérémonie. Alors, ça se déroule dans la petite église de Puy-Saint-Pierre, qui est magnifique. Et donc, elle est là au milieu, en doudoune noire, avec de la fourrure. Et puis, elle dit rien, elle pleure pas, elle montre rien. On la sent un peu... soit absente, soit déconnectée du moment. À un moment, elle prend la parole, on ne comprend pas bien ce qu'elle veut dire. Elle-même n'est pas catholique, elle s'était convertie à l'islam, donc elle tient un discours un petit peu filandreux, bon. Puis voilà, le moment de l'enterrement est plus marquant, puisqu'alors que Marcel est inhumé dans le caveau familial, d'un seul coup, on entend un cri de bête, comme si ça sortait des entrailles, et elle se met à hurler, et on doit la retenir, parce qu'elle est prête à se jeter pour rejoindre Marcel dans le trou, puis finalement elle est escortée vers la sortie. Je me souviens, il y en a un qui me dit mais quel cinéma, enfin bon, il croit pas du tout, il voit un numéro d'actrice, et puis pareil, elle revient avec son visage de marbre comme elle l'était 1 heure avant, très étrange. Même le prêtre, pendant son homélie, lance quelques phrases qui, même si elles ne sont pas adressées directement à Sandrine de Villars, la visent en quelque sorte.
Oui, bien sûr, c'est la façon dont qu'ont les prêtres de faire passer des messages. On ne désigne personne, mais il va parler de la personne humaine et des temps modernes qui font que les gens ne sont plus aimés pour leur valeur intrinsèque, mais pour l'argent qu'elle représente. Et donc, il vise peut-être aussi en partie les locataires qui, on peut penser qu'ils ont pas beaucoup payé pour occuper les lieux, mais surtout Sandrine de Villars, dont il avait d'ailleurs refusé l'union, puisque au départ, Sandrine de Villars voulait se marier avec Marcel à l'église, et ça avait été refusé par le prêtre qui avait compris que Marcel n'était pas totalement d'accord. Louise Colcombet, après la mort de Marcel, c'est donc sa veuve, Sandrine, qui hérite de l'ensemble de ses biens ? Théoriquement, oui, puisque donation au dernier vivant, il n'a pas de testament, donc sans dernière volonté, si j'ose dire, techniquement, oui, c'est elle qui hérite, puisque Marcel n'a pas d'enfant, et donc elle pense être celle qui va récupérer toutes les maisons et tous les terrains. Mais, coup de théâtre, 6 mois plus tard, un testament rédigé de la main de Marcel Anfoux est retrouvé par l'un de ses locataires. Dans les maisons qu'il louait, Marcel avait stocké des courriers, notamment un courrier, en fait une facture que son avocat lui avait envoyée, lequel avocat avait été saisi quelques mois avant sa mort par Marcel Anfoux, qui voulait divorcer, en tout cas qui voulait faire annuler le mariage en disant que c'était un mariage blanc, qu'il n'avait jamais été consommé et que sa femme se moquait de lui. Et donc sur ce courrier de relance, en fait, en faisant du tri dans les affaires de Marcel, ce locataire va découvrir ce testament. C'est intitulé testament et il est dit explicitement que Marcel va tout léguer à ses locataires et il dit « et rien à ma femme ». On ne peut pas faire plus clair. Et donc Sandrine de Villars se retrouve déshéritée à ce moment-là ? Techniquement oui, sauf que elle va saisir la justice pour faire contester la validité du testament et elle va déposer plainte pour tout un tas de choses, donc abus de faiblesse, donc elle accuse les locataires qu'elle voit comme ses ennemis finalement, puisqu'ils étaient amis avec Marcel, ils échangeaient régulièrement, elle était à Paris, mais eux ils se voyaient dans le village. Donc elle pense que Marcel a été manipulé par les locataires, donc elle les accuse d'abus de faiblesse, de faux en écriture et usage de faux notamment, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une première enquête qui ne va pas la satisfaire, elle va redéposer une nouvelle plainte, et là, il y a carrément une juge d'instruction qui est nommée et qui va enquêter de façon approfondie. Alors d'abord, il y a un expert en graphologie qui va estimer que cette écriture qui est, je l'ai vue, très particulière, on peut difficilement singer l'écriture de Marcel Anfoux, donc on va considérer que c'est de sa main, ce testament est authentifié comme étant de Marcel Anfoux. Et deuxièmement, l'enquête pour abus de faiblesse va décider que personne n'a fait d'abus de faiblesse sur Marcel Anfoux et que finalement, Sandrine de Villars elle-même est peut-être pas aussi dénuée de défauts que ce qu'elle veut bien dire. Grâce à cette enquête, on en apprend plus sur le passé de Sandrine de Villars. Oui, en fait, Sandrine de Villars, elle a tenu un salon de massage à Paris, massage entre guillemets, puisqu'en fait, elle a été condamnée pour proxénétisme aggravé. Elle tenait ce lieu avec sa propre mère. Cette activité s'est sue. Et donc, Sandrine de Villars a passé quelques mois en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. Et elle a finalement été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 12 000 € d'amende pour proxénétisme. On en revient au moment où Sandrine de Villars est déshéritée par Marcel Anfoux. Dans les années qui suivent, elle ne va cesser de contester cette succession devant les tribunaux. Cette plainte pour abus de faiblesse qu'elle a enclenchée ne donne rien, ne lui donne pas raison. Et au contraire, ça se retourne un peu contre elle puisque ça va mettre au jour donc son passé judiciaire et puis aussi les différentes manœuvres qu'elle a pu faire puisque entre-temps, elle s'est fâchée avec Claude, l'entremetteur, qui va raconter qu'il a écrit des courriers pour Marcel Anfoux, qu'il a signé sous pression. Donc il va finir par vendre la mèche et dire que depuis le départ, Sandrine de Villars est intéressée par l'argent de Marcel. Il y a une première plainte, une deuxième plainte, et puis ça va aller jusqu'en cassation, et elle va perdre à chaque fois. Louise Colcombet, cette année, en 2025, soit 13 ans après la mort de Marcel Anfoux, cette affaire n'est pas terminée et les locataires de Marcel, qui devaient hériter de son patrimoine, se retrouvent bloqués. Pour quelle raison ? Alors, à l'issue de cette longue procédure pour abus de faiblesse, qui donc allait jusqu'en cour de cassation, Sandrine de Villars a perdu. Donc, les locataires pensaient pouvoir régulariser le legs et être pleinement en possession de leur maison. Malheureusement pour eux, ils se sont rendus compte que la jurisprudence avait changé et qu'en fait, on n'a plus un délai de 30 ans, mais de 5 ans pour faire valoir ses droits. Et à ce moment-là, le délai est totalement expiré, donc ils se retrouvent coincés.
Mais au début du mois de février, ces anciens locataires sont retournés devant la justice avec cette fois-ci l'intention de faire annuler le mariage entre Marcel et Sandrine. Pour quelle raison ? Alors d'abord, ils peuvent le faire puisque en étant les locataires mais en ayant ce problème de legs, ils ont ce qu'on appelle un intérêt à agir. Donc ils peuvent demander cette annulation. Cette même annulation qui avait été finalement, rappelez-vous, entamée par Marcel de son vivant puisqu'il avait saisi un avocat pour faire annuler le mariage où il disait clairement qu'il n'y avait rien entre eux, aucune communauté de vie. Finalement, ils vont poursuivre l'action de Marcel qui n'a pas pu mener à bien cette procédure puisqu'il est mort. Et en visant l'annulation du mariage, c'est comme si on repartait à la case départ. Sandrine de Villars ne serait plus rien dans le paysage. Finalement, elle ne serait plus ni l'épouse de Marcel et donc plus son héritière. Et à ce moment-là, ça réglerait tous les problèmes pour les locataires. Les locataires de Marcel Enfou, ils ont encore bon espoir de pouvoir un jour récupérer ces terres ? Eux, ils espèrent quelque part pouvoir jouir de leur bien qui leur a été légué par testament. Et ils voudraient aussi quelque part peut-être que si cette annulation de mariage était le dernier vœu de Marcel, qu'à travers leur propre action, ils puissent finalement exaucer ce vœu de Marcel Enfou, qui est donc mort finalement alors qu'il se pensait avoir trouvé une femme et qui en fait il s'était rendu compte qu'on s'était joué de lui. Qu'est-ce qu'on sait de Sandrine de Villars aujourd'hui ? Où est-ce qu'elle vit ? Sandrine de Villars semble avoir déménagé dans le sud où elle poursuivrait dans l'immobilier. La seule chose que l'on sait, en tout cas par la voix de son avocat, c'est qu'elle est déterminée à continuer à faire valoir ses droits, qu'elle ira en cassation s'il le faut, puisqu'elle se considère être l'épouse légitime et donc l'héritière légitime de Marcel Enfou. Et il ajoute, comme il l'a toujours dit, qu'elle est très heurtée du fait qu'on doute de son amour. Merci à Louise Colcombet. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Anaïs Godard. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à nous laisser des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.